1, 2. We all love you. Forever. Bien, eh bien c'est parti. Donc bonjour à toutes et à tous ceux qui nous suivez en direct ou en distanciel. C'est l'heure du déjeuner, donc il nous a semblé que c'était le moment idéal pour parler gastronomie, bien sûr en lien avec la nature et la biodiversité qui va être le sujet de cette table ronde. Je me permets de citer un des plus illustres gastronomes, Jean-Anthelme Brillat-Savarin, qui nous dit que la gastronomie est la connaissance raisonnée de tout ce qui a rapport à l'homme en tant qu'il se nourrit, l'homme étant l'humain bien sûr. Et il ajoute dans sa définition qu'elle a pour but justement de veiller à la conservation de l'homme au moyen de la meilleure nourriture possible. Donc on va vraiment situer le cadre de cette table dans cette logique que Brillat-Savarin, à savoir quelles connaissances mettre en œuvre et solliciter pour justement atteindre ce Graal qui est celui d'une alimentation la meilleure possible. Alors aussi on va revenir sur qu'est-ce que meilleur. Meilleur ça peut être pour la santé, pour le goût, pour l'environnement, pour la société, pour énormément de choses. Donc il y a beaucoup de cases à cocher. Et pour survoler ce sujet, parce qu'en 1 heure, 1 heure et demie, on ne va que le survoler. J'ai avec moi donc des personnes d'horizons et de disciplines et de background en bon français assez variés. Donc je vais bien sûr les laisser se présenter, je me présenterai aussi après. Donc nous avons Tatiana de Villancourt, plutôt côté, on va dire, entrepreneuriat, fonds épicurien, donc dont tu vas nous parler. Camille Labro, à la fois journaliste et puis fondatrice de l'école comestible, donc action dans la communication, pédagogie et journalisme, tu vas nous en parler aussi. Et Nadia Samut, chef de cuisine à l'Auberge de la Fénière, donc côté gastronomie, on va être en plein dedans, puis en même temps tu vas nous parler, j'imagine, des producteurs avec lesquels tu bosses, etc. Donc je vais peut-être justement vous laisser, on va commencer par toi Tatiana, vous laisser d'abord dire 2-3 mots sur qui vous êtes un peu plus précisément que ce que je viens de raconter, et puis après on rentrera dans le vif du sujet. Alors, je suis Tatiana de Villancourt. J'habite à Marseille depuis 18 ans maintenant, avec ma famille. Mais j'ai grandi pas si loin de Marseille, puisque c'était à Aix-en-Provence. En 2014, avec mon mari Thomas et un groupe d'amis, on a monté un fonds qui s'appelle le Fonds épicurien. Fonds parce que c'est un fonds de dotation, ça c'est un outil de défiscalisation, c'est un outil qui permet de pouvoir soutenir, de lever des fonds et de les redistribuer à des projets. Et épicurien parce que Épicure, ce philosophe qui réunissait ses disciples dans le jardin, nous rappelait, 4 siècles avant Jésus-Christ, nous a appris qu'il fallait pour se procurer du bonheur, et ça c'est le but de la philosophie, pouvoir se reproduire des petits plaisirs quotidiens. Et parmi ces plaisirs, forcément, il y a le plaisir de manger, il y a le plaisir alimentaire. Et donc c'est pour ça qu'on s'est placé sous cette égide d'Épicure. Alors le fonds épicurien, le principe, c'est ici en Provence, ayant grandi dans cette région, étant amoureux de cette région et de ses produits, ayant grandi près des marchés de producteurs, on avait envie de pouvoir agir concrètement. Et on avait envie de réunir autour de nous des personnes qui travaillent dans toutes disciplines différentes, mais qui pouvaient, à travers un fonds, donner un petit peu de leur réussite et de leur argent. Et ensemble, ce collectif, en collectant cet argent, de pouvoir flécher sur différentes initiatives qui, ici, poussent sur notre territoire, toutes axées sur l'alimentation durable. Voilà ce qu'on fait depuis 2014. Alors l'alimentation durable, c'est une alimentation qui va être bonne à la fois pour l'environnement, bonne pour nous, les mangeurs, qui va aussi prendre en compte, bien évidemment, l'aspect social et économique. Il faut que le producteur puisse être rémunéré de façon respectueuse de son travail. Et voilà, et c'est ce qu'on essaie d'accompagner à travers pas mal de projets dont je vais parler. Donc finalement, je ne suis que l'ambassadrice de projets que nous
ne créons pas, nous les accompagnons financièrement, quelquefois un peu plus, s'ils ont besoin d'avoir peut-être une plus grande audience, de pouvoir essayer d'en parler et de sensibiliser ainsi un certain nombre de personnes. Et justement, là, il y a 2 projets autour de la table, que ce soit Nadia Lafenière et son école libre, ou Camille Labro et l'école comestible. Ça fait partie justement de 2 projets que nous avons aussi soutenus avec le Fonds épicurien. Très bien, merci. Donc la transition est toute faite. Nous continuons parfait. avec un des projets soutenus, donc Camille. Donc moi, je suis Camille Labro. Je suis d'abord journaliste culinaire. Je travaille toujours, d'ailleurs, parce qu'il faut bien manger. Gagner sa vie pour manger, pour Le Monde. Et C'est le un magazine plaisir aussi quand même, c'est pas que... Oui, non, Oui. oui, bien sûr, j'adore écrire. Donc j'écris pour Le Monde, j'ai une chronique hebdomadaire dans le magazine du Monde, ce sont des portraits de gens qui se racontent à travers un plat. Et puis j'ai fait pas mal d'autres choses par ailleurs. J'ai monté l'école comestible, qui est une association, il y a 2 ans, un petit peu par un sentiment d'urgence, en fait. C'est-à-dire que je me retrouvais à un endroit de ma vie, ça fait 20 ans que je suis journaliste, où je me disais, c'est super, j'ai accès à beaucoup de choses avec ce métier, je peux dire et faire pas mal de choses avec ce métier, mais j'avais envie d'aller au-delà de ça, j'avais envie de faire vraiment quelque chose, de me rendre utile, quoi. Et il m'a semblé que l'école comestible, c'était vraiment ce que je pouvais faire de mieux, à mon niveau. En utilisant mon réseau, en m'inspirant de choses qui existent déjà, notamment aux États-Unis, on y reviendra, et avec toutes mes connaissances et puis l'amour que j'ai aussi pour la transmission. Voilà, donc l'école comestible, c'est une association dont le but est de faire re-rentrer, en fait, parce que ça existait pas dans un passé un peu lointain, mais de faire re-rentrer l'éducation alimentaire dans les écoles, dans le système scolaire, dans les programmes scolaires. Et ce n'est pas une mince affaire, au sens où l'éducation nationale préconise dans ses textes de faire de l'éducation, de parler alimentation. Les profs sont engagés à le faire, sauf que ils n'ont pas les outils pour le faire. Beaucoup n'ont pas le temps comme c'est considéré quand même comme quelque chose d'un petit peu secondaire, non prioritaire. On ne donne pas aux enseignants les outils pour enseigner l'alimentation voilà, comme il le faudrait. Du coup, notre association tente de pallier à ces manques grâce à des programmes d'ateliers qu'on fait dans les classes avec les enseignants, vraiment main dans la main avec les enseignants. On les écoute, on voit comment ils voudraient insérer ces éléments dans leur programme pédagogique. Et il y a une progression. Alors, le contenu, c'est évidemment une approche de l'alimentation durable, très, très, très axée à 95% sur le végétal. Non pas parce que nous préconisons, on n'est pas prosélyte du tout du véganisme ou autre, mais le végétal, c'est quand même, on commence à le savoir, je pense, l'avenir de l'alimentation. On va y revenir. On va y revenir. Et aussi, on s'en est rendu compte très rapidement en sondant les enfants, c'est ce qu'ils connaissent le moins. En gros, on se rend compte que nous, on est à Paris. J'ai oublié de mentionner que l'association, le démarrage est à Paris. Les enfants urbains sont totalement déconnectés de la nature. Mais totalement. C'est-à-dire que pour eux, voilà, une betterave, c'est des petits cubes rouges dans une assiette à la cantine. Et quand vous leur montrez une betterave entière avec ses fans, ils n'ont aucune idée de ce que c'est. Et ça, c'est pour tous les enfants, à 2 exceptions près qu'on a rencontrées. Donc voilà, on se dit il y a du boulot. Ce boulot, les enseignants n'ont pas forcément ni le temps, ni l'envie, ni les compétences à l'heure actuelle pour le faire. Donc nous, on le fait, on les accompagne pour le faire, on leur donne des outils pour aller au-delà même de nos ateliers et faire vraiment rentrer ça dans les périples scolaires des enfants. Et ce qui m'amène ce qui fait le lien et notre présence ici, c'est que nous sommes en train de lancer la première antenne régionale, ici même à Marseille, grâce au soutien du Fonds épicurien, d'où
la connexion. Et voilà, c'est très excitant de voir, d'essayer de voir comment on peut vraiment essaimer ce projet sur tout le territoire, parce que notre but, eh bien, c'est de toucher tous les enfants. Voilà, c'est une ambition juste tranquille. Tous les enfants, dans toutes les écoles, dans les 50 000 écoles. Alors là, je parle uniquement d'écoles primaires, mais ici, il va y avoir pas mal on va rencontrer des collégiens et des lycéens. Et là aussi, on y viendra. Pour l'instant, voilà, c'est en process. C'est un grand programme. Bien, une grande ambition, effectivement. Nadia, côté cuisine. J'y vais, donc bonjour, moi je m'appelle Nadia Samut, je suis effectivement chef de cuisine, mais je suis chef d'entreprise surtout, et d'entreprise durable, respectueuse de mon territoire. Je suis née ici, dans la région sud, à Lourmarin, dans le Luberon. Ma famille est restauratrice depuis 46 ans et a toujours œuvré justement pour ce rapport entre l'agriculteur, la terre et l'assiette, la saisonnalité bien entendu, mais finalement ça fait partie de l'ADN, nous, de notre vie. Mais ce qui nous plaît le plus, c'est de créer des expériences, comme j'appelle, délicieuses et vertueuses, avec cette ambition d'accompagner le territoire agricole et en même temps d'écrire des lettres comme ça de cette gastronomie, je dirais, durable. Notre lien aussi est évident. J'ai eu la chance il y a quelques années, presque 10 ans maintenant, au départ de mon projet, d'être accompagnée par le Fonds épicurien sur un projet de panification à base de farines différentes, puisque je suis malade cœliaque depuis la naissance et je ne travaille absolument pas les farines de blé, en tout cas. Je ne le peux pas, je m'y intéresse, mais je ne peux pas le faire. Alors, je me suis intéressée au pois chiche, au sarrasin, à la châtaigne, au riz de Camargue. Et j'ai essayé aussi de créer un système vertueux autour de ça. Et il y a 2 ans, j'ai créé une entreprise qui s'appelle Commensal. Commensal pour commensalité et partage. Mais Commensal aussi parce que dans le Luberon, les commensals sont les confréries d'agriculteurs. Et pour un clin d'œil, et plus qu'un clin d'œil, une approche vraiment agricole, de filière agricole, d'amont et d'aval, j'ai décidé de monter un moulin et une boulangerie-meunerie à destination de tous, sur des produits sans gluten, sans lactose et végétaux, mais surtout des produits de territoire. Parce qu'en fait, toutes les recettes que j'ai créées n'utilisent que des ingrédients de mon territoire. Et c'est un challenge pour moi, chaque jour, de créer finalement, comme on a pu créer un jour le calisson d'Aix ou autre chose, des produits issus vraiment de mon territoire avec des valeurs fortes. Alors, par exemple, pour parler du pois chiche, qui est mon ingrédient favori, je suis allée travailler avec le lycée agricole de l'Île-sur-la-Sorgue et Avignon, où ensemble on a converti les sols pendant 2 ans en bio déjà, et puis travaillé sur la semence et la biodiversité, et l'importance de la rotation sur les sols pour aggrader nos sols. Et aujourd'hui, par exemple, on a fait cette année 7 tonnes de pois chiches en bio accompagnés. Et de là, j'ai créé des recettes vertueuses. J'ai montré que c'était possible et j'essaye de donner en fait le goût de cette cuisine en conscience, qui est un goût d'une cuisine holistique qui fait du bien au sol, au cœur et au corps, bien sûr. Et voilà, donc je suis ici pour en discuter. Très bien, merci Nadia. Et donc, je vais boucler la boucle. Moi, je suis Christophe Lavelle, je ne me suis même pas présenté. Chercheur au Muséum national d'histoire naturelle. Savoir que cette table ronde, justement, est à l'initiative du Muséum et on voulait pouvoir parler de sujets qui touchent à la fois les sciences dures et les sciences humaines, donc que ce soit l'écologie, la biologie ou bien sûr la sociologie, voire l'anthropologie si on regarde un peu l'homme à travers le monde et les comportements alimentaires. Tout ça, on va en parler. Je joue un peu à la fois le rôle d'animateur, mais je vais aussi me permettre de raconter 2-3 trucs scientifiques quand même, parce que sur un sujet comme la biodiversité, il y a un petit peu de science qui peut être intéressante à regarder, sachant que moi, au laboratoire, on travaille sur des enjeux qui sont plus côté biodiversité microbienne. Donc on en reparlera aussi, parce qu'en cuisine, on fait des fermentations, on fait des tas de choses qui sont de la biodiversité, mais en fait cachées. Ce n'est pas des espèces un peu sexy pour faire des peluches comme les tigres, mais quand même, c'est important aussi. Et à côté de ça, je suis formateur pour les professeurs de cuisine à l'Éducation nationale, justement pour les sensibiliser à tous les enjeux scientifiques qui touchent l'alimentation, que ce soit la physico-chimie des cuissons et des préparations, mais aussi les enjeux environnementaux ou les enjeux de physiologie du goût, etc. Donc je navigue vraiment entre la cuisine et puis le labo.
Et c'est un peu ça aussi, ce sujet qui nous réunit aujourd'hui, parce que pour cuisiner, évidemment au départ, et comme tu l'as mentionné, il faut des produits, donc la question du produit va se poser, et là la question de la biodiversité va être évidemment importante. Et puis derrière, il faut de la valorisation de ces produits. Si on veut une chaîne vertueuse, il y a un moment où il faut, bien entendu, on a des réflexes aujourd'hui, il faut lutter contre le gaspillage, etc. Mais au-delà de ça, il faut aussi valoriser de manière à séduire. Et on va voir que c'est un des axes, sans doute, pour favoriser la biodiversité, c'est de montrer qu'elle offre vraiment une richesse, au-delà des enjeux écologiques, elle offre une richesse gastronomique qui est importante à mettre en œuvre. Je voudrais juste, avant de repasser la parole pour justement rentrer sur ces aspects de biodiversité, dresser deux, trois chiffres, parce que vous savez que les scientifiques, on ne peut pas s'empêcher de donner des chiffres tout le temps, c'est une espèce de maladie. Mais il paraît que c'est important. Si je veux replacer ça dans un cadre historique, parce que encore une fois, on a une évolution humaine qui est entièrement liée à l'évolution de nos environnements aussi. Et on reviendra sur les enjeux d'évolution très rapide due au réchauffement climatique qui pose des problèmes sur différents points de vue. Il y a eu grosso modo 2 transitions dans l'histoire de l'homme, l'histoire alimentaire de l'homme. C'est évidemment le passage du paléolithique au néolithique. On est de chasseurs, pêcheurs, cueilleurs, avec une nature totalement, une profusion extraordinaire autour de soi qu'il fallait d'ailleurs apprivoiser, mais on se contentait de prélever. Donc on avait une biodiversité évidemment fantastique à l'époque, avec des conditions d'alimentation qui n'étaient pas forcément évidentes non plus. La transition à l'élevage-agriculture, qui est venue donc en environ 10 000 ans, où là on a commencé à sélectionner des espèces autour de nous, pour justement les sélectionner celles qui pouvaient s'élever ou se cultiver de manière la plus facile. Et la deuxième grosse transition, c'était beaucoup plus récemment, finalement, c'est l'après-guerre, c'est il y a 50-60 ans, où on est passé d'une alimentation, on va dire, principalement paysanne, y compris chez nous, à un mode de production beaucoup plus industriel, intensif, et avec tout un tas de changements que ça entraînait derrière, qui nous amènent aujourd'hui avec à la fois succès et échec. Le succès, c'est, en tout cas dans des pays développés, il n'y a plus de famine. Les échecs, c'est qu'on se rend compte que ces modes de production posent des problèmes environnementaux, et justement en termes d'impact climatique et de biodiversité, qui sont tous ces sujets qu'on va soulever ici. Il y a, à l'échelle du monde, environ 6 000 espèces qui sont consommées de manière courante. Mais c'est un peu un leurre, dans le sens qu'en vrai, dans ces 6 000, j'en prends 200, et c'est ces 200 qui vont fournir plus de 90% de toutes les calories que l'on consomme, quoi. Et encore pire que ça, si j'en prends 3 espèces, le blé, le maïs et le riz, ça fournit la moitié de toutes les calories consommées. Donc en fait, on a une espèce de rétrécissement de l'offre alimentaire avec des variétés qui sont extrêmement productives. Et encore une fois, le pour et le contre. C'est-à-dire que là où à l'après-guerre, un paysan nourrissait environ 5 personnes, aujourd'hui, un paysan, avec les moyens qu'on a technologiques, les intrants, les pesticides, les engrais et la mécanisation, en nourrit facilement plus de 100 personnes. Donc évidemment, on a gagné en échelle quelque chose d'assez fantastique, mais derrière, il y a un changement sociétal, il y a eu effectivement une désertification des zones rurales, et puis des modes de production qui sont très dommageables pour pas mal justement d'indicateurs écosystémiques et autres. Donc tout ça, on voit bien que l'alimentation aujourd'hui est un sujet compliqué parce que ça soulève des questions de plaisir, comme on l'a mentionné. Quand même, on mange aussi pour se faire plaisir, surtout dans un pays entre guillemets comme le nôtre où on a cette fierté de notre gastronomie. Et puis on mange aussi pour, comme disait Bria Savarin, pour rester en bonne santé et en même temps essayer de permettre aussi aux générations suivantes d'avoir accès à cette alimentation saine. Donc c'est un peu tout ça les enjeux qu'on va essayer d'aborder dans cette table, se dire quel est finalement l'impact de notre alimentation sur notre environnement, qu'est-ce que la question de la biodiversité vient faire là-dedans. J'en dirai deux, trois mots côté scientifique, mais dès à présent, justement, ce mot, un peu, c'est devenu le mot-clé. Il y a pas mal de mots-clés qui sont rentrés dans nos discours quotidiens. Les chefs, ils entendent parler toujours du bio local de saison, cette espèce de mantra qu'on respecte. Il faut manger bio local de saison, bio local de saison, bio local de saison, bio local de saison. Et finalement, quand on interroge les gens, on se dit, mais qu'est-ce qu'on met là-dedans? Bio, pourquoi? Local, oui, mais jusqu'où? De saison, mais oui, enfin, est-ce que c'est si important? Et donc, bien entendu, tout ça, il faut argumenter, si on veut être sur des discours un peu pédagogiques, se dire, on ne répète pas ça comme une espèce de réflexe, il y a quelque chose derrière.
Donc cette notion de la biodiversité, Tatiana, on voit par exemple dans les projets que tu soutiens ou les sollicitations que tu reçois, c'est un mot-clé qui revient souvent, ou c'est caché à travers d'autres mots-clés qui font appel à, ou comment est-ce que tu vois ça? Un petit peu les deux, en fait. Quelquefois, déjà, parler de biodiversité, c'est déjà un avancement. C'est-à-dire que peut-être que déjà, le premier problème, c'est se reconnecter tout simplement, même à quelques produits, mais déjà des produits juste, oui, de saison, et locaux, enfin, qu'on aurait vu pousser et qui ont du goût. On n'est peut-être pas obligé de partir sur une immense variété de tomates ou de je ne sais quel végétal, mais déjà d'avoir une tomate qui a du goût et qui nous raconte quelque chose quand on la goûte. Donc selon les projets, il y a un peu les deux. Ce qu'on a vu naître ici sur le territoire, et je pense qu'on a les mêmes problèmes qu'à Paris, Marseille est une immense ville et les enfants sont aussi complètement déconnectés des produits, du végétal et en fait, ce qu'ils achètent, ce qu'ils mangent, ça sort soit à la cantine, soit dans les hypermarchés et il y a moins ce lien. Et les initiatives qu'on voit, c'est des initiatives qui essaient justement de recréer ce lien entre les urbains et les productions. Par exemple, comme des fermes urbaines qui vont pousser dans Marseille. C'est vrai que des fermes, on en trouve en dehors de Marseille. Marseille, c'était une ville où il y avait énormément de maraîchage il y a 50 ans. Et les Marseillais consommaient ce qui poussait sur place. Et puis ça a complètement disparu. Et ces 111 villages vraiment contenaient des productions très importantes. Et petit à petit, c'est en train de revenir. Il restait quelques fermes pédagogiques et puis il y a des nouveaux projets comme ça qui sont apparus, notamment cette ferme qui s'appelle le Talus, qui a été créée ex nihilo sur un terrain abandonné et qui permet de faire pousser du mesclun, un certain nombre de produits. Alors, est-ce que soutenir une ferme urbaine, est-ce qu'on a cette ambition de se dire on va nourrir Marseille et on espère qu'il va y en avoir de plus en plus? Ça peut paraître un petit peu fou et je pense que la réponse est non. Enfin, en tout cas, dans les décennies qui vont venir, on n'arrivera peut-être pas à nourrir tous les Marseillais avec des nouvelles fermes urbaines dans Marseille. Par contre, ce qu'on arrive à faire, et ce qui est très important, c'est déjà de reconnecter les urbains avec ces produits. C'est des fermes qui sont ouvertes à tous. Il y a des bacs potagers où les gens peuvent venir pour quelques euros par mois jardiner et faire pousser leurs légumes. Et c'est vraiment des lieux où ils vont apprendre. Il y a des sessions comme ça de travail partagé où ils vont apprendre à planter, à associer des cultures. Et en fait, ça va finalement, au-delà de nourrir des habitants, ça va sûrement nourrir des vocations. Et dans les grandes problématiques qu'on a par rapport à la biodiversité, par rapport à l'alimentation et par rapport aux productions alimentaires futures, c'est la question de qui va-t-on trouver pour remplacer tous les paysans, ces hommes qui partent à la retraite et ce n'est pas forcément repris parce que c'est des métiers très difficiles. Et donc il faut absolument éveiller ces nouvelles générations pour motiver des jeunes à devenir permaculteurs, agriculteurs, à produire. Et de créer des fermes comme ça dans la ville, à défaut peut-être tout de suite de pouvoir nourrir tous les Marseillais, ça va pouvoir au moins nourrir ses ambitions et faire que... Donc c'est d'abord un projet, on va dire, culturel et pédagogique et à vocation agriculturelle éventuellement derrière, c'est possible. Oui, ouais. C'est ça, je trouve, un des impacts. Maintenant, ils vendent aussi leurs cagettes, on peut retrouver leurs produits dans Marseille, il y a des chefs qui achètent le mesclin, enfin voilà, tout ça c'est redistribué, mais c'est vrai que les volumes, on ne va pas se mentir, ne sont pas aujourd'hui énormes. Mais ça crée une émulation. Ce n'est pas complètement un hasard si pendant la dernière campagne municipale à Marseille, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un candidat qui n'est pas allé fouler de ses pieds le BRF qu'on trouve dans les allées du Talus. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tout le monde s'empare de ces questions. Et tant mieux, quoi. Et il faut des exemples pour justement montrer peut-être aux politiques que voilà, bah, regardez, ça existe, ça se fait, ça peut être déployé, ça peut être... Et ça fait partie d'initiatives qu'on voit pousser et qu'on aide. Très bien, alors je te remercie et j'en profite pour rebondir encore avec des chiffres parce que tu me tends la perche. Effectivement, ce que tu as mentionné sur le problème qui nous attend de personnes qui vont être prêtes à aller au champ et à aller cultiver, il n'y a pas besoin de remonter à l'après-guerre. Hein. Si on prend les années 80, il y avait encore 12% de la population active qui était agriculteur. Aujourd'hui, on en est à 5%. C'est-à-dire que ça a été plus de divisé par 2. Du fait justement aussi que les agriculteurs peuvent produire de plus en plus par personne.
Mais du coup, ça pose le problème de ce mode de production qui va manquer de main-d'œuvre, parce que si on veut revenir en arrière, et je dis revenir en arrière entre guillemets, parce que changer d'agriculture, ça ne revient pas à se dire on va être des paysans comme il y a 50 ans et on va tous sortir nos binettes et on va s'occuper de 5 mètres carrés de terrain pour faire pousser des tomates cerises. Évidemment, on a conscience que ce n'est pas ça l'avenir, que l'avenir, il est scientifique et technologique, et que l'agroécologie, c'est quelque chose qui va puiser dans nos connaissances les plus récentes des écosystèmes, de l'environnement, pour mettre en œuvre des systèmes de production avec des forts rendements, mais moins d'intrants. Et ça, c'est de la technologie et de la science, tout ça mélangé. Ce n'est pas un retour en arrière, mais pour ça, il y a quand même une pièce maîtresse, un enjeu majeur, qui est la main-d'œuvre. Parce que quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, effectivement, même avec d'excellents rendements sur très peu de terrain, en fait, justement, quand on passe sur un système qui va plus vers l'agriculture biologique, on peut obtenir d'excellents rendements, mais il faut plus de main-d'œuvre. Ça, on n'y échappe pas. Et ça veut dire qu'effectivement, les vocations, il va falloir les favoriser si on veut s'en sortir. Et on n'a pas le choix d'une certaine manière. Si je raisonne en termes environnementaux et donc en termes d'énergie, parce que c'est quand même un indicateur clé, justement pour revenir sur ces fameuses transitions, il y a 50 ans, encore une fois, une calorie fossile, c'est-à-dire qu'on mettait l'essence dans le moteur du tracteur, etc., ou tous les engrais qu'on avait quand même besoin de produire, une calorie fossile produisait 2 calories alimentaires il y a 50 ans. Aujourd'hui, une calorie fossile produit 0,2 calories alimentaires, c'est-à-dire 10 fois moins. Donc on sent bien qu'il y a quelque chose qui a mal tourné, mais ça veut dire qu'il va falloir remettre effectivement la main et les pieds dans les champs. Et encore une fois, dans des modes de production qui doivent évoluer aussi, mais qui doivent évoluer pour justement essayer de construire, d'inventer les écosystèmes qui nous permettront d'obtenir une production en masse pour, une fois de plus, nourrir la planète. Donc revenir effectivement sur cette idée de vocation. Et ça me permet de faire la transition, c'est quand même pas juste pour vous donner des chiffres, avec Camille, ce que tu fais, ce que tu as mentionné tout à l'heure, se dire est-ce que justement le fait d'aller dans ces écoles, de leur parler de biodiversité, il n'y a pas cette idée quand même de se dire mais on va peut-être, si on arrive comme ça à récupérer quelques futurs paysans, agriculteurs dans les classes, ça serait déjà pas mal. Hein. Bah, carrément, d'ailleurs, on a créé une vocation déjà. Ah, c'est pas rien. Non, un petit garçon qui avait rencontré une maraîchère et qui s'est écrit à la fin de l'atelier moi aussi je veux être maraîcher. Bon, ouais, tu vois, voilà. Non, mais en vrai, j'ai beaucoup de choses qui se bousculent dans ma tête suite à ce que vous avez dit tous les deux, parce que je crois que l'alimentation, la cuisine, le fait de transformer les aliments pour que ce soit bon, c'est crucial dans ces enjeux-là, dans les enjeux de créer des vocations pour qu'il y ait plus de personnes qui font à manger, mais qui font pousser, qui cultivent ce qu'on mange. Parce qu'il faut que ce soit bon, il faut que ça donne envie, il faut que ça fasse envie aussi bien au niveau de ce qu'est le métier, parce qu'effectivement c'est un métier terrible. Aujourd'hui c'est un métier vraiment dur, donc il faut trouver des solutions pour rendre ces métiers plus faciles, plus à échelle humaine, plus agréables, et aussi donner envie de les faire, parce qu'il faut que ça ait du sens, quoi. Il faut que ces personnes se rendent compte qu'elles nourrissent les gens vraiment. Quand tu disais tout à l'heure un paysan avant nourrissait 5 personnes et maintenant un paysan en nourrit 100. Mais il les nourrit avec quoi, les 100 personnes? Il y a quoi dans cette nourriture aujourd'hui? C'est souvent effectivement des produits pesticidés à bloc, avec très peu de calories, des tomates pleines de flotte, du blé transformé à n'en plus pouvoir qui rend les gens malades. Enfin, je veux dire, il y a aussi il y a la qualité, la quantité, et c'est vraiment des questions très complexes. Mais je pense que ça démarre avec, pour moi en tout cas, et dans ce qu'on transmet dans nos ateliers à l'école comestive, ça démarre aussi avec le plaisir. Vraiment se dire, si les enfants et les adultes qui sont avec eux se rendent compte que c'est le goût, le bon goût des choses, c'est un vrai plaisir, et c'est ça qu'on va chercher, ça génère en fait toute une chaîne vertueuse qui est celle de l'envie de cuisiner, l'envie de commencer avec des bons produits, l'envie d'aller chercher ces bons produits, donc l'envie de produire ces bons produits, donc comprendre comment on fait pour produire des bons produits, etc. etc. Nous, c'est notre point de départ.
Et c'est facile avec les enfants parce que c'est plein de joie de vivre et les enfants sont super contents de faire des choses plaisantes. D'ailleurs, je voulais dire en passant, on parlait du talus et de nos ateliers. C'est pas pour faire ma pub, mais à partir de mercredi, pendant 3 jours, on va être à un stand là et les personnes du talus vont venir, je crois, jeudi pour présenter un petit peu leurs produits et faire des choses pédagogiques autour des produits. Je veux juste finir par une autre anecdote qui est, en fait, on a mis en place beaucoup de rencontres dans nos ateliers, des rencontres qu'on appelle les rencontres maraîchères. Donc c'est la rencontre entre les enfants, la classe, et un maraîcher. Alors quand on est à Paris ou en Île-de-France, on va chercher au plus près. Ici, quand on aura lancé les ateliers, ils ne sont pas encore lancés, mais on va travailler avec des maraîchers locaux, évidemment. À Paris, ce sont des maraîchers du pourtour francilien. L'idée, c'est vraiment que les enfants reconnectent aussi avec l'aspect humain. Parce que c'est ça aussi qui manque. On a complètement déshumanisé notre alimentation. C'est de la machinerie, c'est des trucs industriels, c'est emballé dans du plastique. Enfin, il n'y a plus rien. On ne voit plus la main humaine dans tout ça, ni l'amour et le plaisir de faire. Et donc, ça nous semble évident de reconnecter ça avec l'humain. Et donc, d'aller, d'une part, chercher des maraîchers pour qu'ils viennent dans les classes. C'est très simple, hein, le maraîcher arrive avec ses produits du moment. Ce sont évidemment des maraîchers vertueux, hein, ce n'est pas ceux qui pesticident tout à bloc, et qui vont raconter leurs produits très simplement aux enfants, qui sont toujours pleins de curiosité, pleins d'appétit, qui ont envie de tout savoir, de tout goûter. Et à ce moment-là, c'est extraordinaire ce qui se passe. C'est-à-dire que quand un maraîcher qui a produit avec la sueur de son front de magnifiques carottes, mais c'est vraiment pénible de faire pousser des bonnes carottes, hein. C'est une galère totale. Donc quand il explique aux enfants le temps que ça lui a pris, les efforts que ça lui a pris pour que cette carotte sorte de terre aussi bonne, délicieuse, goûteuse, sucrée, croquante, les enfants, ça change tout leur compréhension du truc. C'est-à-dire que une carotte n'est plus une carotte. Une carotte, c'est un processus, c'est du temps, c'est un homme ou une femme qui en a pris soin. Il y a un spectre de sensations et de connaissances qui est généré instantanément par cette rencontre. Et pour finir, évidemment, on a fini la boucle par emmener les enfants chez le maraîcher. Évidemment, on commence par une petite prise de contact comme ça, le maraîcher dans la classe, et ensuite, si on peut, avec l'aide des municipalités qui nous payent des bus, etc., on emmène les enfants à la ferme. Et là, on passe une journée. On fait des cueillettes, évidemment, plastique, emballage interdit. Donc, c'est une autre forme de pique-nique à la ferme. Hein, on leur dit pas de bouteilles en plastique, pas de trucs préemballés, voilà. On cuisine tout sur place. Donc, on fait les cueillettes avec le maraîcher, avec ses salariés, avec les professeurs qui sont là, etc. On fait un petit goûter, pique-nique, dégustation et découverte de la ferme. Moi, j'ai la conviction, on n'a pas encore les chiffres en masse, mais j'ai la conviction que ces enfants en sont transformés. Et pour de bon, quoi. C'est pas juste un petit moment sympa qu'ils auront passé, parce que c'est la fin d'un parcours qu'on a créé aussi, et que donc tout ça, c'est ancré en eux. Voilà. Et ça, je me dis qu'à mon niveau, c'est pas la seule solution. Évidemment qu'il faut des écoles des lycées hôteliers, des lycées agricoles, etc., qui transmettent les bonnes valeurs, parce que ça, c'est un autre problème. Hein. Aujourd'hui, les lycées agricoles et hôteliers, on est encore un petit peu loin de... Ne tape pas trop sur l'éducation nationale, s'il te plaît. Tu as raison, mais ce que je veux dire, c'est que... mais c'est pareil dans les petites classes. Il y a une marge de progrès, et c'est bien normal. Il y a une marge de progrès, mais si tu veux, l'agroécologie, par exemple, est encore extrêmement minoritaire dans ce qui est enseigné dans les lycées agricoles. Ça, c'est clair. Alors que ça devrait être vraiment, ne serait-ce que pour inspirer les gamins et leur donner envie de faire ça. C'est quand même beaucoup plus inspirant, des champs et donner des éléments de comparaison. Voilà. Donc on en est encore loin, mais au démarrage, moi j'ai cette conviction qu'il s'agit d'abord de reconnecter évidemment avec la terre, mais aussi avec l'humain et avec le plaisir. Et alors évidemment, on ne peut être que convaincu. Après, tu as insisté sur quelque chose qui me paraît aussi très important, c'est la difficulté du métier. Je pense qu'il faut effectivement
être un peu pragmatique et réaliste et honnête vis-à-vis de nos publics, solliciter des vocations tout en annonçant qu'effectivement il ne s'agit pas toujours de parties de plaisir, que ce soit le maraîchage ou que ce soit la cuisine, sont des métiers très exigeants. Des métiers où il faut travailler beaucoup, avec des contraintes nombreuses, tu vas pouvoir y revenir, ce qui suscite d'ailleurs un certain nombre de crises de vocation qu'on connaît bien en cuisine, vous connaissez ça très bien, c'est compliqué de recruter aujourd'hui, que ce soit en salle ou en cuisine. On a vu aussi pour trouver des gens qui vont mettre les mains dans la terre, quand on entend ce qui se passe autour de nous, quand on voit, et on le dit toujours, il y a 2 suicides par jour d'agriculteurs, c'est plutôt des éleveurs d'ailleurs statistiquement, mais voilà quand même des gens qui produisent notre alimentation. Et des vignerons aussi. Des vignerons aussi, vu les conditions climatiques effectivement et les catastrophes qui s'accumulent. Donc 2 suicides par jour, c'est 12 ou 13% de plus que la moyenne nationale, donc c'est des métiers qui sont difficiles à vivre effectivement. Donc c'est vrai que quand on a ces indicateurs-là, ça ne donne pas forcément envie de se jeter dans l'affaire. Or, il y a sûrement des manières justement de valoriser ces métiers. On a des top chefs à la télé, on n'a pas encore de top maraîchers pour essayer de montrer comment le maraîchage peut aussi... Je crois qu'il y a une émission au Québec. Oui, voilà. Mais justement, on met en valeur... Et ça serait bien il faudrait que ça vienne ici. Il faudrait que ça arrive chez nous, mais en même temps, on sent bien que le problème, il vient aussi côté des consommateurs. Je vais encore vous emmerder avec mes chiffres, mais on se place toujours dans les 50 dernières années. La part des budgets, la part pour l'alimentation dans les budgets des ménages a été divisée par 2 dans les dernières années, dans les 50 dernières années. C'est-à-dire que les gens ont finalement pris l'habitude d'une alimentation bon marché. Alors je ne parle pas des gens qui ont vraiment des problèmes financiers, effectivement, des enjeux économiques et sociétaux avec des drames, bien entendu. Quand on a 1 euro par mois pour se nourrir, on ne va pas faire grand-chose. Je parle plutôt des classes moyennes qui, effectivement, réduisent leur budget alimentaire pour pouvoir flécher ça sur d'autres budgets, loisirs et compagnie. Donc ça montre bien aussi que l'éducation, ça va commencer aussi de ce côté-là, former des consommateurs qui, pour un budget donné, vont comprendre l'intérêt et l'enjeu de payer le juste prix une alimentation qui soit produite de manière vertueuse et qui soit transformée de manière intelligente. Et ça, il y a un moment, c'est un coût qu'il faut accepter de mettre parce que ça va être meilleur non seulement pour soi, pour sa santé, pour le goût, mais aussi pour le système dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit. Du coup, je te passe la parole côté cuisine, justement, cette valorisation des produits. Toi, je sais que tu travailles avec beaucoup de producteurs différents. Quel est finalement le lien que tu crées avec eux, la manière que tu as de les sélectionner quand même, parce que voilà, il faut bien que tu choisisses tes producteurs. Donc comment ça se passe? Et aussi, l'autre partie, c'est côté client. J'aimerais que tu nous dises un peu, est-ce que tu as vu une évolution ces dernières années de l'attente des clients qui vont avoir une demande qu'ils n'auraient pas eu il y a 10 ans par rapport à ces enjeux justement d'où vient ce produit, comment il a été fait, etc. Alors, pour répondre à la première question, je n'ai pas autant de producteurs que ça, justement, parce qu'en fait, je m'engage vraiment à leur côté et j'essaye de créer des projets communs, en fait, culturels et culinaires pour aller plus loin et pour avoir un sens commun. Et vous parliez tout à l'heure, à juste titre, des collaborateurs dans les cuisines et de cette difficulté actuelle, apparemment, effectivement, de trouver du monde dans ces cuisines ou en tout cas dans ces établissements. Et je crois que notre rôle, en tout cas dans ma maison, c'est de remettre du sens complètement, avec un vrai projet de sens et d'engager les gens au travers de tout ça. Donc chez moi, les cuisiniers ne sont pas simplement des cuisiniers, en fait. Ils doivent travailler autant avec justement les agriculteurs avec lesquels on travaille. Ils ne doivent pas simplement les appeler pour consommer et dire il nous faut tant de kilos de tel produit. Non, on doit s'intéresser de manière plus importante d'abord en amont à tout ce qu'on va planter, à semer et pourquoi, comment leurs sols sont fertiles, qu'est-ce qui se passe derrière tout ça. Et pour moi, c'est un énorme travail avant de vouloir qu'ils cuisinent. Parce que je veux bien qu'on cisèle l'oignon, mais si on ne sait pas de quel oignon on parle, en fait, pour moi, c'est un grave problème. Donc chez moi, ça se passe comme ça, dans la lenteur parfois, mais parce que je suis en train de conduire des gens vers le changement. Et c'est d'ailleurs pour ça que ces jeunes personnes viennent cuisiner à nos côtés, ou en tout cas s'intéresser au projet de manière globale. J'ai d'ailleurs même des anthropologues dans ma cuisine et d'autres qui viennent nourrir de culture, parce qu'en fait, c'est un peu ce que tu disais, Camille, on est obligé de se nourrir de manière vertueuse globalement, autant en culture que dans l'alimentation, et ça en fait partie, c'est une forme d'alimentation. Et donc, effectivement, quel est notre travail? On va sélectionner en amont les semences, on va réfléchir à la méthode de production
pour pouvoir l'utiliser après dans notre cuisine, effectivement. Après, moi, je ne demande pas aux producteurs de toujours produire pour moi et d'être dans l'attente de quelque chose. Je préfère qu'ils viennent plutôt me taper à la porte et me dire, bah, voilà, cette semaine, j'ai ça. Et je suis complètement capable de l'utiliser parce que forcément, notre cuisine, elle est totalement dans ce sens-là. Donc, on est de manière permanente dans cette ouverture d'esprit et dans cette réflexion de ce goût que nous, on appelle le goût du bonheur ou l'umami au Japon ou quelque chose comme ça. Mais en fait, c'est cette Madeleine de Proust qu'on crée à partir des ingrédients qu'on nous donne. Et finalement, moi, chez moi, je travaille beaucoup le légume. Et j'ai souvent des gens qui viennent et qui me disent « mais j'aime pas l'aubergine, mais depuis que je l'ai mangée ici, vous m'avez donné un goût que je n'avais pas du tout l'habitude. Je ne savais pas qu'on pouvait avoir ce goût-là dans l'aubergine, ou ce goût-là dans la betterave, ou dans un abricot au sel, ou j'en sais rien. Mais en tout cas, en fait, on conduit des nouveaux rêves culinaires et des nouvelles idées dans le cerveau des gens. Et on sait qu'on est, comment dire, orienté par cette conscience-là. Et ce qui se provoque dans l'intestin vient dans le cerveau. Donc, finalement, on guide un peu les gens vers des goûts, j'aime pas dire nouveaux parce qu'ils ne sont pas nouveaux, mais dans des manières qui ont du sens. On le raconte. C'est les fameux goûts retrouvés ou les fameux légumes oubliés, c'est toujours pareil. On a toujours ce vocabulaire pour dire avant on avait et maintenant on va avoir de nouveau. Par exemple, moi je fais une eau de tomate au départ de mon menu en ce moment. Et cette eau de tomate, elle provient d'un travail qu'on a fait sur des tomates sans eau, avec très peu d'eau justement et une grande résilience. Et donc on va avoir des tomates très concentrées, avec un goût extraordinaire et sur lequel j'avais vraiment envie de travailler sur cette quintessence-là. Et quand les gens le goûtent, eh ben, souvent, ils me disent, avec la larme à l'œil, que ça leur rappelle la tomate de leur grand-père, de leur grand-mère, d'antan, etc. Et pour moi, ça, je le comprends tout à fait, parce que j'ai compris que les gens s'étaient éloignés de ça. Et moi, j'ai eu la chance dans mon projet de venir me mettre exactement dans l'endroit où je suis née. Et donc, je suis enracinée complètement à l'endroit où je suis née. Et pour moi, par exemple, l'école comestible, ça a énormément de sens, parce qu'à Lourmarin, l'école, la cantine a toujours été faite du potager du village. Et c'est comme ça qu'on vivait. Et aujourd'hui, c'est plus le cas. Donc l'école comestible doit venir à Lourmarin, bien sûr. Et en fait, par exemple, on me disait, dans 2 ans, la cantinière va partir. Et j'ai dit, alors on va faire un programme pendant 2 ans ensemble, de former cette personne qu'on va choisir et qui ensuite prendra la cuisine. Mais donc cette personne, elle devrait être formée à cette conscience culinaire et ce partage. Et peut-être que ce sera cette personne-là qui devra donner les ateliers. Et je pense que en fait, c'est un cercle. Et moi, toutes ces choses-là me font toujours réfléchir. Et j'essaye d'avoir du sens et de dire que je ne voulais pas être cuisinière comme on me le proposait. C'est-à-dire, moi, j'ai vu ma mère être chef de cuisine pendant 46 ans et elle a fait un travail remarquable en tant que femme chef en France dans la cuisine. Mais elle m'a aussi transmis cette importance du bonheur et de l'amour qu'on transmet aux autres et du respect que l'on a en amont, en fait, envers la production agricole, envers le choix, etc. Et aujourd'hui, c'est, me semble-t-il, ce qu'on a parfois perdu. Moi, quand j'ai des gens qui arrivent chez moi, ils ont plus envie d'avoir une ligne de plus sur le CV dans une maison que de s'arrêter sur ces sujets-là. Eh bien, nous, on les arrête sur ce sujet et on essaye de les amener. Et au niveau de la clientèle, elle a énormément évolué. D'abord parce que c'est une énorme transition dans ma famille. Je ne cuisine pas du tout de manière classique et traditionnelle. Donc forcément, les clients ont évolué en suivant ma détermination et mon travail. Mais aujourd'hui, par exemple, après cette si belle saison d'ailleurs, nous, on a fait quelque chose, c'est que tous les cuisiniers sont en salle en fait. C'est eux qui racontent tout le travail, depuis la terre jusqu'à l'assiette. C'est eux qui racontent tout ce qu'on a pu faire dans la cuisine et comment on s'est interrogé sur les conditions agricoles et sur... pas l'élevage parce que je n'ai pas de viande à mon menu, mais sur le poisson, sur également le respect de la pêche, etc. Donc tout ce travail-là est transmis. Donc c'est comme une salle de spectacle, de théâtre, si je peux dire ça comme ça. Et en tout cas, ça fait partie de l'expérience qu'on vit dans ma maison. Donc voilà, oui, la clientèle a évolué, mais nous, on essaye toujours de lui donner ce sourire et ce bonheur qui est, je pense, totalement holistique et qui réfléchit à la condition de manière globale, de nourrir l'autre en conscience. Voilà. Bien. Donc beaucoup d'éducation qui fonctionne un peu, puisque au-delà de l'éducation de nos jeunes, effectivement, il y a quand même, on voit toute une communication et des sujets qui reviennent très souvent dans les médias divers et variés sur ces aspects alimentaires, le bien manger qui revient tout le temps dans les discours. Évidemment, l'enjeu, c'est que ça passe du discours à la réalité, et donc c'est bien d'entendre dire qu'il y a des clients qui peuvent être de plus en plus exigeants, qui sont de plus en plus au courant.
Alors je ne parle pas d'exigence en termes de, voilà, il faut que ça soit top de top, il faut aussi exigeant en termes de, voilà, de l'histoire du produit, de l'histoire du lieu, de ce qu'on en fait, de ce qui se passe. Comme tu disais, effectivement, nos petits citadins, ils ne savent pas ce que c'est qu'une betterave. Je pense qu'aussi au-delà de ça, nos petits citadins ne savent non seulement pas ce que c'est qu'une betterave, mais si on leur donne une betterave, effectivement, ils savent encore moins, ou pas du tout non plus, comment la transformer, comment faire quoi que ce soit. Donc il y a tout l'enjeu de transformation qui fait partie de cette éducation alimentaire qui part du produit jusque comment je le cuisine, avec pourtant enfin, en fait, c'est pas difficile. Je ne veux pas citer Ratatouille, mais tout le monde devrait cuisiner. C'est un peu ça l'idée quand même, parce qu'en fait, c'est cuisiner de cuisiner des choses simples, comme son nom l'indique, c'est simple. Et c'est vrai qu'il y a des réflexes qu'on n'a plus du tout aujourd'hui, parce qu'on repose sur des produits qui sont souvent clés en main transformés, avec des enjeux sanitaires aussi qui posent d'autres types de problèmes, mais il y a aussi l'enjeu culturel d'une perte de savoir-faire qui est vraiment qui est problématique. Il y a un sujet qu'on ne peut pas échapper, et c'est bien, on voit que tu l'as lancé, tu l'as relancé comme ça en nous disant voilà, « je n'ai pas de viande à ma carte ». Et effectivement, comme on disait tout à l'heure en introduction, c'est un peu un des grands sujets qui revient en permanence dans tous les débats aujourd'hui, qui est la question de la viande et éventuellement du poisson. En fait, la question de l'animal versus le végétal. C'est un peu, et on se rend compte que c'est un sujet extrêmement clivant. Clivant de manière récente. Hein. C'est je ne voudrais pas être méchant en disant ça, mais c'est quand même un sujet entre guillemets de riche au sens, à partir du moment où on a la sécurité alimentaire, on se pose cette question. C'est-à-dire que quand je suis dans les steppes au Kazakhstan, je ne vais pas me poser la question si j'ai le droit de traire mon yak et de le manger à la fin. C'est que si je ne le fais pas, je meurs. Par contre, dans les sociétés où on a une certaine abondance alimentaire, on a le luxe de se poser cette question, qu'est-ce que je vais manger et comment je vais faire ma dichotomie animal-végétal, qu'est-ce que je veux me permettre de manger. Dans le végétal, en général, je connais pas, enfin, à ma connaissance, il n'y a pas de restriction, il n'y a pas de société qui s'interdit certains végétaux comestibles pour des raisons religieuses ou éthiques ou autres. Mais parfois, il y a des modes de cueillette, des choses qui peuvent être codifiées, mais c'est encore un peu différent. Mais c'est vrai que la question clivante, elle est sur l'animal. Et l'animal au sens large, parce que souvent on parle beaucoup aujourd'hui de l'alimentation de demain qui serait basée sur des insectes, etc. Les insectes sont des animaux. Donc la question se pose aussi sur cette fameuse alimentation de demain à base d'insectes. La question du spécisme, elle est complètement présente aussi, même si on a l'impression qu'elle est un peu plus éloignée, parce que c'est vrai qu'un criquet, ça paraît moins mignon qu'un agneau. Mais dans cette idée-là, effectivement, on sent bien que c'est une question centrale qui va toucher ce que l'on est, donc des questions éventuellement philosophiques, éthiques, voire religieuses. Ça touche vraiment l'homme face au vivant. Ça va être des questions environnementales, parce qu'il y a toutes les sciences, toutes les études s'accordent pour le dire qu'effectivement, l'impact majeur de notre alimentation sur l'environnement, c'est l'animal, c'est l'élevage, qui indirectement va solliciter des ressources végétales monstrueuses, parce qu'effectivement on va devoir faire pousser des quantités phénoménales de soja ou de blé ou de maïs pour nourrir les animaux. D'ailleurs, la plupart étant importés, 50% de la protéine végétale qui nourrit nos bêtes en France est importée du Brésil ou d'Amérique du Sud au sens large. Donc ça peut être une vache locale, mais entièrement nourrie à du pas du tout local. Donc c'est aussi comme ça une espèce d'artefact qu'il faut garder en tête. Donc il y a cet enjeu écologique, de cette pollution due à l'animal. Et puis par-dessus ça, on rajoute le troisième volet, qui est le volet sanitaire, où toutes les agences sanitaires type INSERM et ANSES et autres vont lui dire mais on consomme beaucoup trop de protéines animales. Les études sont concordantes sur le fait que ce sont des éléments, surtout à travers la viande transformée, qui favorisent un certain nombre de pathologies, que ce soit cardiovasculaire ou cancer. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas échapper à ce sujet aujourd'hui. C'est-à-dire que quand je décide de m'alimenter, je suis à un moment ou à un autre confronté à ce choix de dire est-ce que je m'autorise l'animal, et si oui, dans quelle proportion et quel type d'animal. Et ok, d'un point de vue éthique, j'ai pas de problème à manger de la viande, mais par contre j'aimerais bien qu'elle soit élevée de manière entre guillemets vertueuse. Alors comment je fais, à qui je m'adresse, est-ce que le pastoralisme ça me va parce que c'est les pâturages, c'est pas polluant, mais alors du coup quand même il y a l'animal, dans quelles conditions il est élevé ou il est abattu. Donc il y a beaucoup de questions qui vont se poser et qui sont des questions sur lesquelles on voit des discours extrêmement variés
se propager dans différents médias plus ou moins officiels. Donc là, clairement, on est sur un sujet où la pédagogie est fondamentale, parce qu'on peut facilement se retrouver avec des gens qui racontent absolument n'importe quoi. Il suffit d'aller 3 secondes sur YouTube pour voir des conférences. Surtout les Américains sont très forts, je ne veux pas critiquer trop non plus, mais en termes de communication, il y a quelques gourous de l'antispécisme qui vont faire des conférences suivies par des milliers de personnes qui sont complètement hypnotisées. Et quand on analyse scientifiquement le discours, c'est d'une absurdité totale du début à la fin. Donc, mais ça se véhicule très bien parce que voilà, ils savent faire, et avec des langages, oui, la longueur de l'intestin, vous savez, l'homme n'est pas du tout voué à manger de l'animal, etc. Si vous allez dans un champ, vous n'allez pas attraper un lapin, vous allez cueillir une fleur plutôt, etc. Donc tout un tas de trucs complètement débiles d'un point de vue anthropologique, mais qui marchent très bien. Et donc c'est important du coup d'avoir des nouvelles générations qui soient justement formées à un minimum de connaissances scientifiques pour justement être critiques par rapport à ces discours absurdes et pouvoir en toute conscience faire leur choix qui est propre. Et de se dire, voilà, j'ai compris quel était l'enjeu de l'élevage aujourd'hui et je fais mon choix éclairé de se dire, ben voilà, je vais manger ou pas de la viande et quel type de viande, et du poisson. Il y a un tiers des stocks mondiaux qui sont, un tiers des stocks de poissons qui sont en voie de disparition. Les 2 tiers restants, ils sont en exploitation limite maximale. Donc ça veut dire qu'il faut aussi mettre en place des filières qui permettent de manger encore du poisson si on veut en manger, mais de manière effectivement la plus vertueuse possible. Donc tous ces enjeux-là sont des enjeux qu'il faut mettre effectivement sur la table. Donc du coup, comment toi tu dis tu fais du poisson mais pas de viande. Camille, tu nous dis on va surtout accentuer sur le végétal. Au niveau des projets que vous soutenez, comment ça se passe? Donc on va peut-être refaire un petit tour sur cette question de l'animal. Comment on le positionne? Comment vous le positionnez dans vos activités finalement? Je vais commencer parce que j'ai moins à dire à mon avis que vous deux. Je suis parfaitement d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore, parce que peut-être pour l'instant nos élèves sont trop petits, abordé cette question de la viande et de l'élevage en tant que tel. Nous, la raison principale pour laquelle on ne fait pas de viande dans nos ateliers, ni de poisson d'ailleurs, c'est pour des simples raisons sanitaires, hygiéniques. C'est-à-dire que c'est très compliqué de manipuler de la chair animale dans une classe ou dans une école. Alors que faire entrer une cagette de légumes, on les lave à l'eau vinaigrée, ça se passe très bien. Beaucoup moins simple avec la viande. Ça, c'est le premier truc. Deuxième truc, c'est que clairement, les enfants, enfin, on est dans un pays quand même qui, bien ou mal élevé, on mange beaucoup trop de viande. De la viande à tous les repas, c'est juste pas possible pour la santé comme pour l'environnement, mais bon, on y reviendra. Et on se rend compte que les enfants savent beaucoup mieux, ne serait-ce que comment on fait un steak, comment on cuit un steak. N'importe quel gamin, même de grande section de maternelle, sait comment on cuit un steak. Par contre, ils ne savent pas trop comment on prépare un fenouil ou autre. Donc ça, c'est le deuxième truc. Il nous a dit, bon, ben, on va juste mettre ça de côté. Même si parfois on a un chef invité qui a envie de faire des boulettes de viande parce que c'est sa culture syrienne, etc., on ne va pas lui interdire. On va le faire, mais c'est très ponctuel. Mais je pense qu'il y a effectivement un sujet fondamental à aborder en termes d'éducation, c'est de se rendre compte qu'on ne peut pas tenir un discours similaire quand on parle d'élevage industriel façon les trucs à l'américaine atroces où il y a des dizaines de milliers d'animaux parqués dans une zone où il n'y a même plus un brin d'herbe qui pousse, et un élevage pastoral où l'animal aide le paysage en fait et aide la nature à être ce qu'elle est. Et donc et ça c'est aussi, et ça je pense que ça va te faire ta transition parce que j'imagine que je sais de quoi tu veux parler. Ça n'a rien à voir. Donc on a besoin d'éduquer aussi les jeunes générations à faire cette différence-là et comme en toute chose, à savoir d'où vient ce qu'ils mangent et qu'est-ce qui est une bonne viande et qu'est-ce qui est une mauvaise viande. Voilà. Donc je pense que ça fait partie, mais c'est vrai qu'on ne l'a pas encore mis un peu au programme parce que je crois que c'est un petit peu complexe pour les gamins de 5 à 11 ans, mais pour les collégiens et les lycéens, c'est fondamental. D'autant que c'est surtout eux qui vont finir un jour sur deux dans des trucs de fast-food. Donc voilà. Mais je pense que
nous, on n'exclut pas du tout, enfin personnellement, et ça, ça me concerne uniquement, je ne suis pas végétarienne, mais je dois manger une fois par semaine de la viande et je la choisis vraiment. Je sais d'où elle vient, je connais le nom de la personne qui l'a élevée et je fais en sorte que ce soit super bon et qu'on en mange peu, mais qu'elle soit de qualité, quoi. Donc mais il faut savoir. Effectivement, je suis d'accord aussi, c'est un problème de riches, mais c'est dans les pays riches qu'on a ces élevages industrialisés aussi. Les yaks en Mongolie, ils sont pas alors c'est un problème de riches et un problème important sanitairement. Effectivement, les carences alimentaires, c'est à peu près la moitié de la population mondiale qui est d'une manière ou d'une autre qui a un régime déséquilibré, sachant qu'il y a on est aux deux extrémités de l'échelle. D'un côté, on a 800 millions de personnes qui sont sous-alimentées, sous-nutries, problèmes de famine. De l'autre côté, on a 2 milliards de personnes qui sont suralimentées, donc aussi en déséquilibre alimentaire, avec des pathologies qui vont être différentes, mais on est plutôt sur des cancers et maladies cardiovasculaires. Mais dans tous les cas de figure, on a effectivement une alimentation qui va être totalement inappropriée d'une certaine manière et qu'il va falloir corriger. Et ça, encore une fois, sur toute l'échelle de la population. L'animal. Oui, l'animal. Avec le Fonds épicurien, on a été content de soutenir une spécificité fromagère locale, donc, qui est la brousse du Rove. Donc là, justement, on est sur un mode de pastoralisme et c'est important de pouvoir mettre la lumière sur ce type de production fromagère. Ici, sur notre territoire de Provence, il y a encore 8 ou 9 chevriers qui produisent cette brousse. La brousse du Rove, c'est un petit fromage de chèvre qui est vendu dans des petits cônes, qui est vendu depuis plusieurs siècles. A priori, c'est attesté déjà au XVe siècle, il y en avait justement dans le coin du Rove, la famille Gouiran qui en produit toujours. A priori, ces chèvres, qui sont de la race du Rove, sont arrivées peut-être avec les premiers Grecs ici à Marseille. Elles ont des cornes, elles sont magnifiques. Et les chevriers se battaient depuis des années pour essayer de protéger la spécificité de leur fromage et de leur pastoralisme. Le principe de la brousse du Rove, c'est de chauffer le lait à 90 degrés, d'y ajouter un peu de vinaigre, et c'est à ce moment-là qu'il y a cette réaction, que le lait se met à floculer, à brousser. Et ensuite, il est passé dans ces petits moules, ces petits filtres, et ça donne ces brousses qu'on doit consommer très fraîches. Donc, on les consomme ici, vous n'allez pas les trouver à Paris, ils n'ont pas vraiment le temps de voyager. En fait, il y a sûrement beaucoup plus de demandes qui ne sont en capacité de pouvoir en produire. Bien évidemment, il faut coller à la saison. Les chèvres vont faire leurs petits et le lait, ça va être vraiment de mars à novembre. Et donc, c'était un ouvrage qu'on avait soutenu aux éditions de l'Épure qui raconte toute cette histoire, leur combat pour obtenir l'AOC et l'AOP, la plus petite appellation fromagère, je crois, de France ou d'Europe, par le nombre qu'ils sont de chevriers. C'est très exigeant ce qu'ils font comme travail tous les jours dans le cahier des charges qu'ils ont dû établir, qui était donc pour quand on construit comme ça la protection d'un fromage et pour obtenir l'AOC, l'AOP, il faut établir un cahier des charges et définir qu'est-ce qui va faire que ici ces chèvres produisent un fromage qu'on va appeler brousse. Bien sûr, ce sont des chèvres de cette race-là, mais aussi, il doit y avoir ce mode de pastoralisme. Le chevrier, tous les jours, gambade, marche des kilomètres avec ses chèvres. Et effectivement, il y a un intérêt, puisqu'on est ici réunis pour ce congrès sur cette question de la nature. Les chèvres sont des très bonnes débroussailleuses de nos maquis, je ne sais pas si on peut parler de maquis provençal, qui vont attaquer l'argelasse et toutes ces autres plantes, qui sont très inflammables, et donc c'est une protection finalement nécessaire contre les incendies qu'on a vu beaucoup cet été, un peu partout. Donc oui, il y a ce travail d'alimentation des chèvres, de pastoralisme et tout ça qui était important de mettre en avant, mais en plus, les soutenir et les mettre en lumière, c'était aussi dire qu'aujourd'hui, en 2021, par rapport à tous les enjeux auxquels on doit faire face, du maintien de cette biodiversité, les chevriers peuvent être aussi des acteurs, parce que les chèvres font ce travail-là dans les collines que personne d'autre pourrait vraiment faire. Et ça, c'est quand même un point important. Alors après, il y a aussi réfléchir à la filière viande
des chevreaux. Bah oui. Et un autre questionnement, parce que là je vous ai parlé du fromage, mais du coup, quid de tous ces chevreaux? J'allais te la poser. Alors, moi, je n'ai pas forcément toutes les réponses. C'est François Borel, je ne sais pas si c'est le nom qu'on cherchait tout à l'heure. Voilà, je sais qu'il voudrait essayer de relancer peut-être une filière de façon intelligente, puisque ce fromage est très demandé, puisqu'il est bien vendu, puisqu'il est connu, qu'il est recherché. Les chefs l'utilisent énormément, en fait. Il est très souvent à la carte. Moi, cet été, j'ai fait plein de dîners insolites, voilà, différentes choses. La brousse du Rhône revient très souvent sur les tables ici, de notre territoire provençal. Mais que faire de ces chevreaux pour éviter que... Moi, j'avais rencontré un chef anglais dans un événement culinaire, je ne sais plus, à Nantes, qui avait vraiment pris ce problème à bras-le-corps. Parce que lui, c'était en Angleterre, c'est pareil. Tout le monde mangeait du fromage de chèvre et personne ne mangeait du chevreau. Donc il s'était rendu compte qu'il y avait tous ces chevreaux qui sont délaissés, puisque c'est pas eux qu'on veut, c'est les femelles pour faire le lait, que les producteurs tuaient à fusil portant parce que c'était trop cher de les élever, trop cher de les amener à l'abattoir, etc. C'était une catastrophe. Ouais. Et donc il avait commencé un deal, je crois, avec les chefs avec qui il travaillait, à qui il fournissait le fromage, en disant: tu prends du fromage, tu prends un chevreau, tu es obligé. Et tu apprends à cuisiner le chevreau. Et comme lui-même était cuisinier, eh ben, il incitait les chefs à trouver des chouettes manières de cuisiner le chevreau. Mais c'est vrai que ça, c'est un problème annexe. Hein. Et c'est intéressant ce que tu mentionnes, parce que c'est aussi toute la clé du végétarisme, effectivement. Et on rejoint des aspects d'éducation. Moi, j'interviens aussi beaucoup en école, voire même au collège, lycée. Et on se rend compte qu'il y a de plus en plus de jeunes aujourd'hui qui s'affichent et qui, pour ce qu'ils entendent autour d'eux, se disent: moi, je suis végétarien. Alors, je ne parle pas du végétalisme ou les végétaliens, qui sont encore très minoritaires et qui sont extrêmement extrêmes dans leur position, mais qui est aussi tout à fait justifiable, et certains arrivent très bien à le justifier d'ailleurs. Je parle de cette espèce de ventre mou entre les deux, justement, ce végétarien qui, on va avoir cet argument, dire: je mange des œufs, du fromage, etc., parce que je ne veux pas manger un animal mort. Sauf que souvent, quand on leur discute avec ces jeunes qui ont fait ce changement d'un régime omnivore à un régime le régime omnivore, qui est le régime historique et biologique de l'humain, je le rappelle comme ça en passant, à un régime artificiel au sens je m'impose des contraintes et je deviens végétarien, encore une fois qui est parfaitement justifiable, mais pour des raisons effectivement de choix personnels. Et souvent, quand on titille un peu ces jeunes, on leur dit: oui, mais le fromage que tu manges, parce que tu n'as pas voulu tuer un animal, etc. La filière lait en France, c'est aussi la filière viande. 80% de la viande que l'on mange, c'est des vaches de réforme. Donc on se met un peu des œillères en disant: je ne veux pas la mise à mort d'animaux, donc je ne mange que le lait ou je ne mange que les œufs. Il y a un moment, il y a une bête derrière qui a produit ça et qui va finir à la casserole, que ce soit pour celle des omnivores ou oui, d'ailleurs celle des omnivores en l'occurrence. Mais donc c'est clair qu'il y a aussi une réflexion à faire et une pédagogie à avoir au niveau de cette filière qui n'est jamais... Les filières pures, entre guillemets, en termes de produits, n'existent pas dans ces enjeux-là. Il y a la filière végétale est connectée à la filière animale parce que ça fournit de l'aliment pour les bêtes. La filière animale est connectée au végétal parce qu'elles fournissent du lisier, du fumier qui vont permettre d'amender de manière biologique les sols. Donc tout ça, il y a une connexion qui est faite aussi. Et puis même en termes de production, si je bois du lait et que je mange du fromage, quelque part, il y a un animal qui va être mangé sous forme de viande. Donc tout ça est complètement connecté. Et je pense que dans l'éducation, c'est ça qu'il faut aussi remettre au cœur de messages qu'on fait passer. Pour revenir à toi, Nadia, donc du coup, voilà, du poisson mais pas de viande. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'est-ce qui t'a amené à cette réflexion-là? Alors, du poisson mais pas de viande, mais dans mon expérience gastronomique uniquement, parce que c'est une expérience dans laquelle je me suis interrogée justement sur le végétal énormément. Et je suis allée chercher au plus loin possible. D'ailleurs, je fais une glace au lait de pois chiche, par exemple, qui a un petit goût de noisette. Donc, je suis allée m'interroger sur ces questions-là. Mais j'ai un bistrot et une conserverie. Et pour revenir à ce que vous disiez sur François Borel, qui est un ami de la famille depuis 32 ans, avec lequel on travaille depuis toujours, il fait ses brousses, effectivement. Et cette année, j'ai transformé ses chevreaux en conserve avec des tagines de chevreaux ou des blanquettes, parce qu'il voulait justement pallier à cette problématique d'envoyer ces animaux ailleurs et dans des mauvaises conditions. Et aujourd'hui, lui, il défend d'ailleurs l'abattoir mobile et cette réflexion là-dessus. Et je l'accompagne. Donc dans mon bistrot, effectivement, et dans ma conserverie, je travaille main dans la main avec les éleveurs qui sont autour de chez moi. Autant avec un monsieur qui s'appelle Chris Régnier et qui fait du cochon Mangalica à Opède,
que François Borrell sur sa question et sur les chevreaux. Mais je m'interdis rien, c'est juste qu'en fait, j'ai envie de créer des expériences qui donnent un certain goût et qui amènent les gens dans une nouvelle réflexion. Donc chez moi, en fait, mon restaurant, c'est un lieu un peu de partage et de sensibilisation. Mais voilà, je mange moi-même de la viande, j'ai pas de problème avec ça. Mais je m'interroge vraiment sur ces questions et j'essaye d'être très cohérente dans des circuits qu'on pourrait imaginer différemment. Donc c'est pour ça que ça prend cette version-là. Bien. Mais je crois qu'il y a aussi le fait que, encore une fois, on est dans un pays qui est vraiment habitué aux produits carnés. Dans la gastronomie, moi je me lamente de ça très souvent, c'est-à-dire que j'adore le légume et je trouve que les proportions par exemple sont toujours complètement à l'envers. Moi, il faut un tout petit peu de viande et beaucoup de légumes. Et encore aujourd'hui, malgré toute la prise de conscience qu'il y a sur toute cette problématique, la plupart des restaurants, des bons restaurants parisiens, bistrot chic, etc., continuent à faire cette proportion. Pas que parisiens, je pense à peu près partout. À peu près partout. On a cette logique de réfléchir à l'animal et après réfléchir à la garniture. Et la légume, c'est la garniture. Il y a quelques chefs qui font l'inverse, qui aujourd'hui utilisent la viande et les produits carnés comme un petit accompagnement du légume. C'est extrêmement rare. Et le client est encore pas tout à fait prêt pour ça. Un client qui vient dans un resto un peu cher, il attend en avoir pour son argent. Aujourd'hui, reste un truc lié beaucoup à la viande, aux produits chics et chers, au saumon, à tout ce qui est totalement pas durable d'ailleurs. Et alors qu'aujourd'hui, ça devrait être plutôt le travail autour du légume, tout ce que fait Nadia, quoi. Donc pour moi, ça a tout à fait du sens que Nadia fasse ce travail-là dans son resto, parce que c'est vraiment encore très très peu développé et ça devrait l'être bien plus. Je vois que l'heure tourne, mine de rien, parce qu'on parle, mais on va avoir de plus en plus faim. On a officiellement encore un bon quart d'heure. Du coup, je voudrais peut-être... il y a beaucoup de sujets dont on n'a pas pu parler. On a parlé des végétaux, on a parlé des animaux. Mais en termes de biodiversité, il aurait fallu aussi parler beaucoup des insectes. Non pas tellement pour les manger, parce que nous, on n'a pas cette culture-là. Mais juste pour le simple fait qu'il y a plus de 35% de la production alimentaire mondiale qui est entièrement soumise à la pollinisation, donc notamment à l'action des insectes. Et on sait bien qu'en termes de biodiversité, il y a beaucoup d'ateliers qui abordent ce sujet dans ce congrès. Ça tourne autour justement de cette chute des populations d'insectes qui concerne directement notre alimentation, même si on ne mange pas les insectes. Enfin, on les mange sans faire exprès, on en mange à peu près 500 grammes par an chacun. Mais ces insectes sont aussi responsables, dans le bon sens du terme, de la production d'un certain nombre de végétaux qu'on a la chance d'avoir dans nos assiettes. On aurait pu parler aussi de la microbiodiversité, notamment celle des sols, qui est fondamentale, qui permet aussi de capturer l'azote et de dépolluer les sols, et qui donc, in fine, nous aide à avoir des bons végétaux dans nos assiettes. Donc, tout ça sont des sujets qui mériteraient presque une table ronde à part entière. Je voudrais peut-être, je ne sais pas si dans ce format-là, on a le droit de prendre des questions. On va le faire, de toute façon, on va prendre le droit. Voilà. Est-ce qu'on a le temps pour 10-15 minutes de questions de la salle? Alors, par contre, comment ça se passe au niveau des questions? C'est des questions écrites. Oh là là, c'est vachement bien fait, alors. Alors là, c'est parfait. Oui, pour des raisons sanitaires, je ne peux pas vous donner mon micro. Voilà. Je prends tout ça, là? Alors, voyons voir. C'est bien fait. Je n'avais pas été briefé avant. Est-ce qu'il y aurait des réflexions d'autres pays qui bannissent... Ah oui, alors, ça serait une réflexion pour les autres pays qui bannissent l'alimentation carnée. Alors, je peux peut-être tenter une réponse et vous compléterez. À ma connaissance, il n'y a pas de pays qui bannit l'alimentation carnée. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune loi à l'échelle d'un pays qui interdit la consommation de la viande dans le pays en question. Ça n'existe pas. Il y a des populations, il y a des sociétés, il y a bien sûr des groupes religieux qui, à une échelle beaucoup plus circonscrite, donnent ce type d'interdiction. Mais c'est vrai qu'on cite souvent l'Inde en disant « Ah, l'Inde, ils sont végétariens ». Non, ils ont une culture beaucoup plus que nous autour de l'alimentation végétarienne. On peut très facilement aller dans
restaurant indien, et entre guillemets sans le faire exprès, se retrouver avec un menu totalement végétarien, mais ça ne veut pas dire que c'est la norme ou l'obligation, c'est-à-dire que c'est une espèce d'habitude qu'ils vont avoir, mais ils ne vont pas du tout s'interdire de faire intervenir de l'alimentation animale. Oui, la vache est sacrée, mais il n'y a pas que la vache, ils mangent du poulet sans aucun problème, ils produisent d'ailleurs énormément de poulet. Mais le régime indien est quand même beaucoup plus durable, pour généraliser, que notre régime alimentaire français. Hein. Bien sûr, c'est qu'ils sont beaucoup plus végétariens, mais c'est pas pour des raisons, c'est pas d'une interdiction, c'est une habitude, une culture de pays en question. Comment travaillez-vous avec les associations engagées dans l'information des consommateurs comme L214 ou L269? Alors là, je ne connaissais même pas L269. Elle est à destination de qui, cette en tout cas, question L200 de nous. Donc L214, effectivement, on en parlait tout à l'heure, c'est effectivement une association qui va avoir un discours très... alors, il faut faire attention à ce qu'on dit, du coup. Parfois très violent, mais parfois aussi pédagogique. Sur effectivement la position de l'animal dans la société, avec un discours qui est quand même avant tout antispéciste. Donc est-ce que effectivement il y a des liens? Est-ce que je sais pas, L214, est-ce que c'est juste dans l'écosystème où vous regardez ce qui se passe, ou est-ce que vous avez une raison d'interagir avec eux ou pas du tout? Alors moi j'ai eu un avertissement direct du premier directeur avec qui on a travaillé, directeur d'école. Il m'a dit j'adore l'idée de ce que vous allez faire, ce que vous proposez. Mais alors, s'il vous plaît, si c'est pour faire du prosélytisme à la L214, c'est pas possible, impossible, pas dans notre école. Voilà, donc qu'on se tienne pour dit. Non, mais L214 fait un travail important. C'est clair, c'est-à-dire que ça éveille les consciences de certaines personnes qui sont vraiment déconnectées de tout ça et qui n'ont pas aucune idée de ce que peut être l'élevage industriel et les horreurs de l'élevage industriel. Après, pour les avoir rencontrés, d'ailleurs, on était ensemble. C'est vraiment un peu extrémiste. Voilà. Et, cette méthodologie, pour moi, elle est assez... c'est pas comme ça que j'ai envie de procéder, quoi. J'ai envie d'être plus dans une forme de bienveillance, d'écoute, de dire, bon ben voilà, il y a ça qui existe, mais on peut faire autrement, de donner des idées et des envies et des solutions, plutôt que de montrer l'horreur, de dégoûter tout le monde et de se créer des ennemis à n'en plus pouvoir. Mais c'est une méthode. Et ça a vraiment l'avantage d'avoir éveillé des consciences à ces problématiques qui sont très graves. Alors après, à ce sujet-là, je voudrais quand même juste rappeler que d'un point de vue, on va dire, épistémologique, le prosélytisme est la seule vraie version cohérente du véganisme. C'est-à-dire qu'on entend souvent dire oui, les véganes, ils nous emmerdent, ils ont qu'à bouffer ce qu'ils veulent, et nous aussi. Dans le fond, quand on fait un pas en arrière, c'est pas le cas. C'est-à-dire que vraiment on est convaincu soi-même pour des raisons éthiques que manger de l'animal, effectivement, n'est pas quelque chose de correct. Il est normal de vouloir convertir tout le monde. Donc c'est vrai que c'est là qu'on a des débats qui peuvent être houleux, mais la réaction de se dire fais ce que tu veux, je fais ce que je veux, elle n'est pas tenable non plus. C'est une vraie réflexion qu'il faut être capable de mener collectivement et de se dire qu'effectivement, si j'ai en face de moi quelqu'un qui refuse la mise à bord d'un animal, c'est normal qu'il veuille me convertir. C'est parce que effectivement, comme si je veux interdire l'esclavagisme, je peux me dire garde tes esclaves si tu veux, moi j'en aurais pas. Ça marche pas. Il y a un moment éthiquement, on se dit mais non, je dois lutter pour que l'esclavagisme cesse. Et c'est cette logique-là qui effectivement amène ces associations sans doute à nous paraître parfois un peu violentes, mais quand on réfléchit un peu au sens de leur action, c'est finalement pas forcément excusable dans le terme d'action, mais compréhensible en tout cas. Donc ça, mais on voit que c'est un débat qui effectivement est toujours compliqué à mener. Et d'ailleurs, le troisième petit papier, il y en a d'autres ou pas ? Non, il n'y a pas d'autres petits papiers. Le troisième petit papier, comme par hasard, effectivement, traite aussi de la question de l'animal. Je vous dis à quel point on est sur des enjeux. Personne n'a posé de questions sur la microbiodiversité des ferments du kéfir ou du microbiote intestinal, effectivement, mais bon, ou sur le miel et les abeilles, mais non. Alors, il n'y aurait pas de circuit à l'heure actuelle, d'après le petit papier, il n'y a pas de circuit qui respecte à la fois le bien-être animal et l'abattage respectueux sans souffrance animale. Alors c'est une affirmation, c'est pas une question. Il n'y a pas de circuit qui respecte le bien-être animal et un abattage sans souffrance. Alors vu que c'est pas une question, c'est difficile de répondre à une non-question, mais... Non mais, pardon, mais c'est une...
c'est une problématique évidemment compliquée, mais qui finalement est assez comparable à la problématique de l'industrialisation de tout. La raison pour laquelle on n'a pas d'abattage respectueux de la condition animale, c'est parce que les abattoirs sont aussi industrialisés, sont à échelle régionale, nationale, et l'abattage mobile pourrait être une solution. Sauf que c'est une bagarre sans fin pour les éleveurs qui voudraient mieux faire les choses. Évidemment, la solution simpliste, c'est de dire si on ne peut pas abattre des animaux dans le respect du bien-être, on n'abat pas, on arrête l'élevage, boum, le L214 quoi. Mais c'est beaucoup plus compliqué que ça, c'est très complexe. Et je pense qu'il faut revenir à juste... voilà, pour moi, la lutte pour l'abattoir mobile est fondamentale. Ça permettrait vraiment... C'est coûteux, c'est compliqué, c'est beaucoup plus compliqué que d'avoir un abattoir style Bigard pour toute une région. Ouais. Mais c'est ce qu'il faut. Et si je puis me permettre, c'est la même chose partout. Tout à l'heure, Nadia a parlé de lenteur. C'est fondamental. Oui, il y a urgence à changer des tas de trucs dans nos habitudes, mais il faut aussi qu'on prenne le temps de bien faire les choses. Et cette lenteur, elle permet à Nadia de bien former les personnes avec qui elle travaille. Moi, on prend du temps, nous, à l'école comestible, pour créer nos contenus pédagogiques qui aient du sens, qui soient essaimables, pour que tout le monde puisse s'en emparer. Ça prend du temps. Et toutes ces problématiques-là prennent du temps. Et le côté, on fait tout à la va-vite, il faut tout simplifier, il faut que ce soit efficace et productif. C'est le drame de notre société moderne et de la raison pour laquelle on est en train de vandaliser cette planète. Donc il faut se recentrer sur certaines problématiques qui sont une, hein, mais elle n'est pas si simple que ça. Il y avait une question, du coup, ouais, je vais la répéter. D'accord. Donc c'est un témoignage effectivement à côté, donc à La Ciotat. Vous me racontez donc un maraîcher donc du maraîchage pour l'instant on est dans la filière végétale, tout va bien, mais il développe aussi un élevage de poules et dans lequel effectivement il met en place un abattage local de ces poules avec sans doute tout un tas de dossiers administratifs tous plus compliqués à monter les uns que les autres, mais il y en a qui y arrivent, donc il y a sans doute parce que il va falloir que la loi s'assouplisse sur pas mal de ce type de sujet. Donc on va dire, comme tu le disais, effectivement, il y a urgence à agir et cette urgence ne doit pas non plus nous faire n'importe quoi dans tous les sens et doit clairement nous amener à réfléchir rapidement, mais à prendre le temps aussi d'avoir les bonnes décisions et de mettre en œuvre les bons leviers sur un sujet qui ne peut pas, comme tu le disais, évoluer. C'est-à-dire que l'histoire de l'homme, je vous ai dressé ça très très rapidement sur notre évolution alimentaire. Effectivement, c'est évidemment pas même en 10 ans qu'on va changer de régime alimentaire. Ce n'est ni souhaitable ni faisable. C'est des choses qui vont se mettre en place avec des actions pédagogiques, avec les recherches scientifiques qui nous donner des pistes pour effectivement faire des choses mieux que ce que l'on fait actuellement, mais tout ça prend forcément un peu de temps. Ça va être le mot on va conclure, je vais faire un dernier tour justement, voilà, 10 minutes, c'est exactement ça, 10 minutes qu'il nous faut pour gentiment conclure en refaisant un dernier petit tour pour le mot de la fin sur ces enjeux gastronomiques et environnementaux. Peut-être on va faire dans l'autre sens du coup, hein. On va commencer par toi Nadia. Alors, si tu veux moi, je vous invite à venir découvrir tout ça et à comprendre que effectivement cette conscience alimentaire a un goût. Donc, chaque chose que l'on fait va prendre peut-être plus de temps, va être une réflexion, mais elle va venir se graver dans notre mémoire culturelle, gustative, culinaire et de notre corps positivement. Et je l'ai fait, j'ai œuvré pour ça moi-même personnellement parce que j'ai des problèmes de santé depuis très longtemps. Et chaque jour, je me rends compte que les gens qui viennent à notre rencontre repartent avec quelque chose qui a changé en eux. D'ailleurs, j'ai coécrit un livre il y a 1 an exactement avec Paul Masson,
ex-rédac chef de l'UMA, et qui aujourd'hui a lancé un projet personnel autour de ces choses-là. Et qui accessoirement est au CA de l'école comestible. De l'école comestible aussi. On est tous liés, toutes. Mais en tout cas, elle a changé de vie comme ça, elle aussi, parce qu'on s'est posé beaucoup de questions pendant ces 2 ans où on a écrit ce livre. Et ça l'a amenée elle-même à créer un projet de vie durable, essaimable et vibrant et vivant. Donc je trouve que c'est ce qui nous permet aussi d'échanger, c'est de ce cercle vertueux que l'on crée. Et je pense que ça fait boule de neige. Un livre qui s'appelle, du coup Construire un monde au goût meilleur. Construire un monde au goût meilleur. Très bien. Camille, oui. Tant à dire. En fait, nous, on se rend compte au jour le jour à travers nos ateliers. J'ai oublié de dire qu'on fait vraiment cuisiner les enfants. Hein. C'est pas didactique, on est dans le faire et le faire ensemble. Et en voyant les enfants qui prennent un plaisir immense à faire ça, mais à couper une carotte, hein, c'est pas, on leur demande pas de monter des émulsions compliquées, quoique ça arrive aussi. On voit ce plaisir, on voit non seulement la redécouverte de choses très très simples, puis le partage, un sens du civisme aussi qui en découle, c'est-à-dire que les enfants font plus attention aux autres quand ils travaillent ensemble, quand ils cuisinent ensemble. Parce que très souvent aujourd'hui à l'école, pardon, je tape pas sur l'éducation nationale, mais c'est le système qui veut. Je surveille. Il y a beaucoup d'individualisme et d'individualisation. Donc nous, on essaie de sortir ça. On crée des groupes et des dynamiques de groupes qui font que les enfants reprennent conscience de l'importance de travailler ensemble et pour les autres. Et ça marche aussi pour le potager, parce qu'on fait aussi des potagers avec plein de légumes qu'on va ensuite utiliser dans les ateliers. Et ça, ça nous donne beaucoup d'espoir, en fait. On se dit, c'est pas compliqué. Finalement, il faut avoir envie, il faut avoir un peu d'autres idées, il faut avoir envie de sortir un peu de la boîte et du système. Mais c'est pas compliqué à mettre en œuvre. Et au sein de l'école, ça a cette vertu d'être dans un temps où les enfants sont là pour apprendre. Donc, ils vont apprendre ce qu'on leur propose. Et nous, on leur propose de redécouvrir le plaisir du goût, etc. On avait une fois une maman qui était fascinée parce que sa fille, on invite les parents aussi évidemment à venir dans un atelier, sa fille était en train de manger et de se régaler avec du chou kale et de la betterave crue justement. Et elle me disait, mais j'ai jamais vu ma fille manger des légumes à la maison. Donc je disais, mais oui, c'est aussi la magie du truc, c'est qu'on est c'est elle qui l'a fait, donc elle prend plaisir à manger ce qu'elle a fait. C'est sûr que c'était du chou kale, hein. Absolument, oui, je te jure. Je te jure, du chou kale qu'on avait malaxé longuement au sel, qui était délicieux, qu'on avait assaisonné et tout. Non, c'était super bon. Et donc il y a cette vertu très simple de reconnecter facilement à travers les bonnes choses, quoi. Et j'ai envie moi de vous inviter à tous faire ça. L'école, ouais, bien sûr, tant mieux, et on essaye de le faire à l'école. Mais chez vous, vous-même en cuisine, avec vos enfants, avec vos petits-enfants, avec vos cousins, c'est vraiment des moments extraordinaires, en fait. La cuisine, il y a tout dedans. Et je pense que vraiment, nous, c'est notre slogan, hein, mais je pense vraiment qu'on peut sauver le monde en mangeant mieux. Enfin, c'est pas tout à fait ça notre slogan d'ailleurs, mais voilà. On a compris. Merci. Tatiana? Une invitation aussi à voyager ici en Provence, peut-être pour se remonter un peu le moral, parce que c'est vrai qu'on peut regarder et faire un constat assez négatif de la perte de la biodiversité. Mais on est ici aussi pour mettre en avant toutes ces initiatives qui contribuent à essayer de la retrouver, de la relancer, de la reconstruire. Donc aller au Talus, cette ferme urbaine, et aller voir un petit peu ce qui s'y cultive, à la fois des choses qu'on pourra manger, mais au-delà de ça, des vocations. Aller au Mucem, il y a une exposition, Le Grand Mezzé, qui raconte l'histoire de l'alimentation méditerranéenne, de ce voyage. On ne veut pas mettre une cloche sur notre terroir provençal en disant il pousse ça depuis des dizaines et des dizaines d'années et il faut que ça reste exactement pareil.
il y a un réchauffement climatique, il y a des essences qui vont devoir s'adapter. On pousse aussi des initiatives pour réintroduire le pistachier en Provence. On en trouvait partout. Ils ont été arrachés après la Seconde Guerre mondiale. On est passé à la vigne. On pouvait utiliser des machines. Mais finalement, le pistachier, il va s'adapter au réchauffement climatique. Et en plus, il y a une filière derrière, plutôt que de faire venir de partout, de Californie, 10 000 tonnes par an qu'on consomme en France. On peut relancer cette filière-là, comme l'arbousier dans les forêts, les amandes. Bien sûr. Allez découvrir à Manosque, à la Thomasine, magnifique lieu conservatoire, un verger conservatoire. Si vous avez la chance de croiser Mohamed Nahal, il va vous expliquer toutes ces variétés différentes de figuiers. Et bientôt, le 19 septembre prochain, il y a la fête de la figue. Et vous allez pouvoir, sur place, aller goûter, je ne sais plus si c'est 24 ou 36 variétés différentes. À Porquerolles aussi, un conservatoire du figuier qui est une richesse absolue. Ce sont ces choses-là qui nous rassurent. Il y a des gens qui œuvrent ici sur le territoire. Il faut continuer à les pousser. Devenez bénévole de l'école comestible, il en faudra aussi. On va avoir besoin de bénévoles, hein. On lance les écoles. Ça, c'est des moyens très concrets d'essayer d'agir et de se reconnecter à la nature et de retrouver de la biodiversité. Bien, merci pour tous ces bons mots. Alors je termine, 5 minutes, ça tombe bien exactement. Je ne vais même pas prendre 5 minutes pour terminer. On a les consignes qui sont affichées, donc tout va bien. Et finalement, en tant que scientifique, on a plutôt une position, j'oserais dire, confortable finalement, ou plutôt plaisante. Parce que d'un côté, je suis très sollicité soit pour des raisons pédagogiques, des gens qui veulent que j'intervienne dans les écoles pour expliquer des choses, ou des chefs qui me disent « tiens, l'autre jour, j'ai fait cuire ce truc, et j'ai observé ça, tu pourrais me dire ce que tu en penses, etc. » Donc, et quand je dis que c'est plutôt plaisant, c'est qu'il y a deux cas de figure quand on est sollicité comme ça en tant que scientifique. C'est que soit on a la réponse, parce que là, c'est très gratifiant. Je sais, et je vais t'expliquer, c'est bon pour l'ego ça. Et soit on n'a pas du tout la réponse, on n'a aucune idée du truc, et ça c'est génial, c'est encore mieux, parce que du coup on se dit mais là il y a un truc à aller chercher, il y a un truc à comprendre, et en cuisine, et au sens large aussi, et en agriculture, hein, c'est quand même, la plupart des questions n'ont pas de réponse. Hein. Je veux dire ça, c'est ce qui, quand on est face à un phénomène où on veut mettre en œuvre un nouveau mode de culture ou un nouveau mode de cuisson, etc., en général, il y a tout un tas de choses qu'on ne comprend pas bien au début, et c'est ça qui est fascinant, et c'est ça qui nous meut tous les jours dans notre travail de scientifique, c'est tous ces trucs qu'on ne comprend pas, et on sait bien qu'à un moment, on finira par les comprendre, mais on ne sait pas quand. Et donc c'est toujours, effectivement, et sur ces enjeux d'agriculture, de cuisine, qui font appel à des disciplines aussi variées que l'anthropologie, ou l'écologie, ou la physiologie, ou la chimie, on sait qu'on a du pain sur la planche. Donc tout va bien, d'un point de vue, on va dire, on a envie de faire bouger les choses, on va faire bouger les choses. Tout ne va pas bien d'un point de vue situation, effectivement, et c'est bien pour ça qu'on est tous là réunis pour essayer d'améliorer les choses. Et je vais laisser le dernier mot, une fois de plus, à Bria Savarin, parce que vous avez compris que je fais partie du fan club en fait, de Bria Savarin. Et comme je lui ai permis d'introduire virtuellement cette table ronde, je vais lui permettre de lui donner le mot de la fin en disant que la destinée des nations dépend de la manière dont elles se nourrissent. C'est un des aphorismes de Bria Savarin. Et je pense que ça résume bien les enjeux qui nous attendent. Et que tu l'as dit aussi, notre manière de s'alimenter, ça a bien d'autres conséquences que j'ai faim, j'ai pas faim, ou ça va bien au-delà de ça. Et on a vu et on a balayé rapidement tous les enjeux environnementaux, sanitaires, sociétaux, éthiques, qui reposent sur nos choix alimentaires. Et c'est pour ça qu'il est vraiment fondamental et urgent de s'y intéresser au plus près. Merci à toutes et à tous.